Bienvenue si vous nous rejoignez sur i24 News, la suite du Grand Direct et direction tout de suite Las Vegas où l'électronique fait son show. Le grand salon de la high-tech a ouvert ses portes dans le Nevada. Grands groupes et jeunes startups se sont donné rendez-vous pour présenter leurs innovations au public et aux investisseurs. On va tout de suite rejoindre sur place notre correspondant David Benaïm. Bonsoir. Quelles sont les innovations vedettes de ce salon ? On trouve de tout, Daniel, au Consumer Electronics Show. Pas toujours pour le meilleur, mais avec de belles surprises. D'abord des tonnes de drones, des petits spécialisés grand public comme le mini-drone de Parrot et des géants destinés aux forces de sécurité comme ceux commandés par la police de New York pour surveiller Times Square. Des robots en tout genre, tout ce qui traverse l'imagination prend son nom de CE de Las Vegas. Nos maisons vont de plus en plus ressembler à l'univers de Jacques Tati, avec de l'électroménager hyper connecté, la domotique pour tout contrôler depuis son téléphone portable, la télévision avec écran qui s'enroule sur lui-même, comme du papier journal. Le CES est la version réelle de la vision futuristique de Retour vers le futur. Mais avant de découvrir les voitures sans conducteur, les trottinettes électriques dernier cri et les hoverboards nouvelle génération, il faut parcourir à pied l'équivalent de 50 terrains de football. C'est la superficie d'exposition du salon avec plus de 125 000 participants qui sont attendus ici jusqu'à samedi soir. Plus de 125 000 participants et le salon fait la part belle aux étrangers. Israéliens et français sont notamment représentés. Oui, dans l'espace Eureka dédié aux startups, deux avenues se distinguent, celle de la délégation israélienne avec une technologie innovante prête à toucher le grand public comme Sensibo, un gadget astucieux pour contrôler la climatisation depuis son iPhone. Et la French Tech, la délégation française, portée cette année encore par la présence du ministre de l'Industrie, Emmanuel Macron, qui va soutenir toute la journée les innovations du Made in France. Ça reste quand même un choix à l'américaine, marqué chaque année avec les tendances shopping pour le grand public, des objets qui seront pour la plupart disponibles pour les fêtes de fin d'année. Mais c'est surtout un énorme laboratoire d'idées, comme ces casques de réalité virtuelle pas toujours au point, mais qui permettent aux grands gamins que nous sommes tous de s'aider et d'imaginer un futur encore plus proche du futur de nos souvenirs d'enfance. Alors amusez-vous bien sur place. Merci David Benaïm depuis Las Vegas. Allez, on va changer complètement d'univers qu'à la vague de terreur se poursuit en Israël. L'information est tombée il y a quelques minutes. 3 terroristes ont tenté d'attaquer des soldats munis de couteaux. 2 d'entre eux ont été abattus. Le 3e reçoit des soins sur place. Et dans ce contexte, cette affaire étonnante, un journaliste israélien a testé un gilet de protection contre les attaques au couteau, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Etam Lachover, qui travaille pour la chaîne de télévision Une Israélienne, a donc testé ce gilet de protection dont sont dotées les forces de sécurité contre ces attaques au couteau, sauf que sa démonstration s'est terminée par des blessures légères. Le récit de Mathias Inbar. L'intifada des couteaux est loin d'être terminée. Des attaques au poignard, certes, en baisse, mais elles ont été quasi quotidiennes pendant plus de 100 jours. Première cible, les forces de sécurité israéliennes. Et pour parer à ce type d'attentat, une société israélienne a développé un gilet particulier, capable de résister aux lames tranchantes et autres objets contendants. Sur le papier, une technique qui fonctionne. Comme vous pouvez le voir, ce produit est très flexible. Il est très mince, très léger. Il est possible d'atteindre un très bon niveau de protection. Son avantage est que vous pouvez également l'utiliser non seulement dans l'armée ou la police, mais il peut aussi être commercialisé pour le marché civil. Une réussite donc filmée et mise en avant. Et là, on pourrait appeler la séquence chronique d'une démonstration manquée ou alors celle d'un reportage qui tourne mal. Presque devin, le journaliste lance un message à sa fiancée. Sivan, mon amour, tu sais combien je t'aime. Au 3e coup de poignard, le journaliste de la première chaîne de télévision israélienne se fait poignarder. Tant l'acteur que le représentant de la société sont gênés. Le gilet aurait légèrement bougé, laissant la lame pénétrer le corps du journaliste. Un dispositif qui ne serait donc pas tout à fait au point. Etam Lachover s'en sortira avec quelques points de suture. Le soir même, il racontera ses péripéties en direct dans le grand rendez-vous de la chaîne. Dans l'actualité également ce soir, ces inondations et glissements de terrain en Californie à cause d'El Niño. Depuis 3 jours, le phénomène météorologique en provenance du Pacifique provoque des orages destructeurs. À Los Angeles, une course contre la montre est engagée pour tenter d'amener dans les refuges les quelques 44 000 sans domicile fixe de l'agglomération. Le récit de Lise Barenbaum. 3e orage en 3 jours en Californie.
Le phénomène météorologique El Niño provoque inondations et glissements de terrain. Selon les météorologues, le phénomène en est à sa phase tapis roulant. Les orages se succèdent à cause de l'augmentation de température de l'eau à l'est du Pacifique. Mais les chutes de pluie ne seront pas suffisantes pour aider la région à se remettre de la sécheresse historique qui y sévit. Des orages qui provoquent des rafales de vent qui peuvent aller jusqu'à 96 km/h et qui peuvent faire chuter les arbres. Les vagues peuvent gonfler jusqu'à 4,5 mètres de hauteur dans le comté de Los Angeles et de Ventura, où vivent quelques 11 millions de personnes. Je suis concerné parce que mon garage est inondé d'eau. Je n'arrive pas à me débarrasser de la pluie, elle rentre trop vite. Mon jardin est inondé aussi. En périphérie de Los Angeles, autoroute numéro 5 inondée, plusieurs voitures enlisées, voies fermées et embouteillages monstres. Les glissements de terrain ont même fait rentrer de la boue dans 2 maisons de Pasadena. Les Californiens s'organisent comme ils peuvent. La municipalité a installé une barrière en béton le long de la route. Nous avons aussi installé des sacs de sable. Nous avons mis des planches sur la route pour empêcher l'eau de s'infiltrer chez nous. Les autorités en alerte ont averti que de vastes inondations de routes étaient à prévoir à travers tout le comté de Los Angeles, avec également des risques de crues rapides et de débris. Aucune victime ou blessé ne sont toutefois à déplorer jusqu'à maintenant. Les autorités restent en alerte. Les services d'urgence tentent de rassembler les 44 000 SDF de l'agglomération dans des refuges. Le phénomène climatique El Niño survient tous les 4 à 7 ans. Il est responsable des tornades meurtrières survenues au Texas ces dernières semaines. Et pour bien comprendre le phénomène, nous sommes en ligne avec Hervé Letreux, climatologue, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors en quoi consiste précisément ce phénomène El Niño ? En fait, c'est un phénomène qui se déroule principalement dans le Pacifique équatorial. On a là des masses d'eau chaude en surface de l'océan qui sont normalement déplacées vers l'ouest de l'océan Pacifique par les vents alizés. Alors, il suffit que les vents alizés s'arrêtent pendant un moment pour que cette espèce de gros bourrelet d'eau chaude reflue d'un côté à l'autre de l'océan. Et les températures de l'océan sont celles qui déterminent l'endroit où l'air monte avec des pluies importantes et par différence l'endroit où l'air descend avec des zones de sécheresse importantes. Donc il se crée en même temps que ce reflux des eaux chaudes de l'ouest à l'est du Pacifique, tout un déplacement dans toute la ceinture intertropicale pratiquement. Ça joue peu sur l'Europe mais partout ailleurs pratiquement. Et puis sur l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, donc des déplacements importants des zones sèches deviennent des zones humides, des zones humides deviennent des zones sèches, et c'est un processus qui dure plusieurs mois avec un pic au moment de Noël, début janvier, comme en ce moment. Alors oui, le phénomène a atteint un pic d'intensité. Quelles sont les prévisions, les tendances pour les mois à venir ? En fait, on pensait on a des prévisions à 2-3 mois qui fonctionnent finalement assez bien, donc c'est quelque chose qu'on a vu venir pratiquement depuis l'été dernier. On sait que là, maintenant, il est dans sa phase la plus active et il va redécroître progressivement jusqu'au printemps. Et donc, à l'été, le phénomène El Niño sera derrière nous. Donc, mais c'est un processus qui dure longtemps et on ne peut pas prévoir au jour près, bien sûr, ce qui va se passer. Merci pour ces explications, Hervé Letreux. Et puis c'est l'actualité du jour, ce triste anniversaire 7 janvier 2015, 11h35 l'heure qui a changé la France. C'était il y a un an, jour pour jour. La rédaction de Charlie Hebdo était décimée par le terrorisme. Retour minute par minute sur les événements de cette journée noire. C'est avec Mathias Inbar. Nous avons vengé le prophète Mohamed. Le message est répété à plusieurs reprises. Les frères Kouachi viennent d'abattre de sang-froid 11 personnes, dont 8 journalistes de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Une attaque éclair qui va durer 15 minutes. La scène est filmée du toit d'une rédaction audiovisuelle. Il est 11h20, au numéro 10 de la rue Nicolas Appert. Pénètrent alors Chérif et Saïd Kouachi, cagoulés en combinaison noire de combat et munis d'une arme de guerre de type Kalachnikov. Les frères Kouachi ouvrent le feu dans le hall de l'hebdomadaire, tuent l'un des agents de maintenance, kidnappent la dessinatrice et la forcent à faire le code d'accès pour parvenir à la rédaction de Charlie au 2e étage. Les bruits assourdissants des balles retentissent dans tout le quartier. 11 personnes tombent sous les balles.
Quelques instants plus tard, les 2 terroristes affrontent en plein jour les policiers dans Paris. De longues minutes d'une bataille rangée à balles réelles, avant d'abattre l'un d'entre eux au sol, à bout portant. Les 2 frères Kouachi remontent alors dans leur véhicule. Ils prennent la fuite, la fin de l'attaque dans Paris. Le 7 janvier 2015, 12 personnes meurent sous les balles des djihadistes d'Al-Qaïda. Et dans ce contexte, François Hollande a rendu aujourd'hui un hommage appuyé aux forces de sécurité. Le président français a promis un nouvel arsenal de mesures pour la lutte antiterroriste. Maxime Pérez nous en dit plus. Une première dans son quinquennat et dans un lieu devenu désormais symbolique. Un an après avoir rendu hommage aux policiers tués dans les attaques de Charlie Hebdo et de Montrouge, François Hollande s'est de nouveau rendu à la préfecture de police de Paris. Cette fois, pour présenter ses vœux aux forces de l'ordre. Son message est celui d'un chef de guerre. Jamais, sans doute depuis des décennies, et j'en ai la responsabilité, votre mission n'a donc été plus nécessaire, plus exigeante, car le terrorisme n'a pas fini de faire peser sur notre pays une menace redoutable. À l'extérieur, nous y répondons par nos forces armées, qui luttent aux côtés de nos alliés contre la barbarie de Daesh. Face à la menace terroriste, François Hollande a appelé à la fermeté et à l'unité. Le président français entend doter la police et les services de renseignement de davantage de moyens et de liberté, entre autres pour agir plus rapidement et améliorer leur coopération. Près de 2 mois après les attentats de Paris, François Hollande a aussi pu dresser un premier bilan de l'état d'urgence en vigueur jusqu'en mars prochain. Depuis 1 an, près de 200 interdictions de sortie du territoire ont pu être prononcées à l'encontre d'individus soupçonnés de vouloir rejoindre les groupes terroristes en Syrie et en Irak. Plus de 50 étrangers se sont vus interdire le territoire. Mais il fallait là aussi que nous puissions prendre de nouvelles mesures. Après ce qui s'était produit, ces actes de guerre, le 13 novembre. Cette cérémonie, marquée sous le signe de la gratitude et du souvenir, restera l'un des temps forts de cette semaine d'hommage aux victimes des attentats de janvier 2015. Et alors que François Hollande rendait hommage aux forces de sécurité intérieure, elles étaient prises pour cible quelques moments plus tard. Attaque contre un commissariat du 18e arrondissement de Paris. Un homme armé d'un hachoir et d'un gilet explosif factice a tenté de s'introduire dans le bâtiment avant d'être abattu par la police. L'assaillant avait été mis en cause pour vol en 2013. On n'en sait plus sur son profil ce soir. Nous sommes en ligne avec Olivier Lerner, notre correspondant à Paris. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Dernières informations, Daniel, il s'agirait donc d'un Marocain qui serait né en 1995, donc il aurait une vingtaine d'années, mais au vu de ce que les enquêteurs nous ont dit tout à l'heure, il serait en fait plus âgé. Il est impossible pour l'instant de savoir exactement quel âge a cet assaillant. Il serait né à Casablanca et il habitait la France depuis quelques années maintenant, puisqu'il avait été pris la main dans le sac à Sainte-Maxime en 2013 pour vol en Réunion. Il s'était fait passer pour un SDF. On n'avait pas complètement perdu sa trace parce que les enquêteurs à l'époque avaient relevé ses empreintes digitales. C'est d'ailleurs grâce au fichier des empreintes digitales qu'on a pu établir le lien entre cet homme qui avait commis donc ce vol en Réunion en 2013 et cet assaillant qui s'est attaqué au commissariat du 18e arrondissement, aujourd'hui rue Marcadet. Merci Olivier Lerner pour ces précisions. Autre information de la soirée, c'est la vague de terreur qui se poursuit en Israël, même s'il y a eu un certain ralentissement qui a été noté par les services de sécurité intérieure. C'est une attaque qui s'est passée dans le Gush Etzion. Ce sont des soldats qui ont été pris pour cible par 3 assaillants. 2 d'entre eux ont été abattus par les forces de sécurité. Le 3e a été... on lui prodigue actuellement des soins. Il a été touché par balle par les forces de sécurité. Cette vague de terreur qui se poursuit depuis 3 mois maintenant en Israël. Et ces attaques qui sont quasi quotidiennes et qui ont pris de nouvelles formes. Vous le savez, avec cette attaque de Tel Aviv, fusillade vendredi dernier. Derniers éléments de l'enquête
l'enquête. Le bilan est bien de 3 personnes qui ont été tuées et le chauffeur de taxi qui a donc bien été abattu par l'assaillant qui court toujours. Cette chasse à l'homme qui se poursuit, qui se concentre désormais en Cisjordanie. Voilà donc pour l'actualité israélienne. C'est la fin de ce grand direct. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec un nouveau journal. Il vous est présenté par Steve Jourdain. N'hésitez pas également à consulter notre site pour l'info en temps réel, www.it24news.tv. Une actualité que vous pouvez commenter également sur les réseaux sociaux en rejoignant nos pages Facebook et Twitter. Passez une très belle soirée sur notre antenne.